Bonjour. Ce cours 12 est une introduction aux éléments de régulation de l'immunité. Comme c'est un sujet très complexe, va essayer de le voir le plus simplement possible en exposant d'abord les principes généraux, les différents modes de régulation et de mémoire. Ensuite, on va détailler ce que c'est que la régulation qualitative, la régulation spatiale et comment des régulateurs systémiques aussi vont intervenir sur le système immunitaire. Donc les grands principes de régulation, d'abord, à quoi ça sert ? Eh bien, soit stimuler ou au contraire limiter ou inhiber la réponse immune, dans ce cas-là on aura de la tolérance. Ça sert aussi à adapter la réponse immune pour que la réponse soit plus efficace avec moins de dommages sur les tissus. Et en particulier, l'acquisition d'une mémoire immune est un des points les plus importants de la régulation de la réponse immune spécifique. Alors il y a plusieurs axes de régulation, quantitatif, qualitatif, temporel et spatial. En ce qui concerne la régulation quantitative, c'est bien sûr l'intensité et la durée de la réponse, mais aussi son lieu. Est-ce qu'il s'agit d'une réponse générale ou seulement locale ? Ensuite, en ce qui concerne la régulation qualitative, c'est plutôt la nature de la réponse immune, la proportion de mécanismes cytotoxiques ou de production d'anticorps de différentes classes. Alors on va parler dans ce cours surtout de la régulation de l'immunité spécifique, à savoir qu'il y a aussi des mécanismes au niveau de l'immunité innée, ce qu'on appelle trained immunity. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des expositions à des signaux de danger, les cellules tissulaires modifient leur réponse, par exemple en augmentant l'expression des récepteurs TLR. Alors, cette adaptation correspond à une augmentation d'efficacité de la réponse immune, parce que la protection dépend à la fois du nombre de lymphocytes répondeurs, leur fréquence par rapport à ce qu'ils étaient au départ dans le répertoire, et du coup leur niveau de prolifération en réponse à l'antigène. Ça dépend aussi du type de mécanisme qu'on va obtenir. Ce qu'on appelle des mécanismes effecteurs, c'est ceux qui ont effectivement un rôle vis-à-vis de l'agresseur et qui pourront être favorisés ou inhibés par ces mécanismes de régulation. Par exemple, lorsque c'est un agent extracellulaire en position donc de circulation dans le sang, les anticorps ont un rôle important, alors que une fois que cet agent a pénétré à l'intérieur des cellules, les anticorps ne peuvent plus l'y rejoindre. Au contraire, l'activité intracellulaire, pour un agent intracellulaire, une activité de cytolyse des cellules infectées détruira la cellule, mais aussi l'agent qui est à l'intérieur. Donc chaque agresseur, que ce soit un virus, une bactérie, un parasite, une tumeur, va présenter des particularités qui vont le rendre plus ou moins sensible à l'ensemble des mécanismes effecteurs qui sont possibles, que ce soit de la neutralisation, de la phagocytose, etc. Et c'est très rarement qu'on a l'ensemble des mécanismes effecteurs qui sont produits au cours d'une réponse. Donc ceux qui sont produits, s'ils peuvent être le plus efficaces vis-à-vis de cet agresseur, c'est là qu'on a la meilleure protection. Donc il y a de nombreux facteurs de régulation. Bien sûr, ça tient à l'antigène. Quelle est son immunogénicité et quelle est sa biodisponibilité. Évidemment, la question de la dose, de la voie et de la temporalité dans laquelle on est exposé. Est-ce qu'il s'agit d'expositions de très courte durée ou au contraire répétées, prolongées ? Il y a aussi le contexte. Quel est le tissu concerné ? Est-ce qu'il y a des signaux de danger associés ou pas à cet antigène ? Est-ce qu'il y a des co-infections, une inflammation qui va donner un taux de cytokine différent d'un tissu sain ? Enfin, il y a énormément de facteurs individuels, puisqu'on a vu que l'immunité, par exemple, évolue en fonction de l'âge, et qu'il y a
une variabilité individuelle dans de nombreux gènes qui codent pour des éléments du système immunitaire, par exemple au niveau du CMH et au niveau du répertoire lymphocytaire qui est créé chez chaque individu à un instant T. Il y a aussi la mémoire, puisque les cellules qui auront déjà été en contact avec l'antigène et qui auront déjà eu une première phase de différenciation ne réagissent pas de la même façon que des cellules naïves. Alors cette mémoire peut résulter d'expositions antérieures à l'antigène ou de réactions croisées avec des antigènes proches. Alors, on va donner pour beaucoup d'éléments d'explication dans ce cours, mais attention qu'il s'agit d'éléments très difficiles à étudier et que très complexes. Donc il y a beaucoup d'activités de recherche, mais actuellement, il faut le dire, il y a peu d'applications au suivi individuel de chaque individu. Alors, premièrement, la régulation quantitative de la réponse immune, eh bien, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont conduire à amplifier une réponse spécifique vis-à-vis d'un antigène donné, puis de faire décroître cette réponse une fois que la situation s'est résorbée. Donc ça va dépendre de la fréquence des lymphocytes répondeurs qui vont plus ou moins proliférer selon l'exposition à l'antigène et les cofacteurs. Donc attention, ça n'est jamais une remise complète à zéro, puisque la disparition de l'agresseur va entraîner la diminution progressive de la réponse, mais qu'il peut rester stocké dans les organes lymphoïdes secondaires des lymphocytes mémoire à vie longue. Donc on a vu différents facteurs qui influencent la régulation de façon générale vont influencer la durée de la réponse. Les facteurs individuels, des réexpositions à l'antigène qui ne sont pas connues, parce qu'il y a une réponse protectrice efficace et pourtant l'antigène était de nouveau présent, et les réactions croisées. Alors, à titre simplement d'illustration, voici des exemples de cinétiques de réponse anticorps dans le cas d'une infection aiguë en haut ou dans le cas d'une infection chronique en bas. Alors attention, les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Dans l'infection aiguë, on est en jours. Dans l'infection chronique, on est en semaines. Et en fait, ce qui est intéressant à noter dans ces schémas, c'est que vous voyez que dans une infection aiguë, eh bien, la réponse anticorps apparaît alors que l'infection disparaît. Au contraire, dans une infection chronique, eh bien, on a une réponse anticorps qui est souvent présente tout au long de l'infection. Alors, en ce qui concerne la mémoire immune, on a vu, c'est le développement et le maintien de lymphocytes T et B à profil mémoire, c'est-à-dire différenciés, qui se réactivent plus rapidement avec une réponse plus efficace que des lymphocytes naïfs. Donc, par rapport au schéma que je vous ai montré précédemment, d'évolution de la réponse immune, eh bien là, on se retrouve avec des schémas plus compliqués, avec un temps de réponse initiale, un temps de réponse effectrice et, si il y a réexposition, un temps de réponse de type mémoire. Et la réponse mémoire étant très intense et plus rapide à s'installer que les réponses précédentes. Alors la mémoire est là aussi influencée par de très nombreux facteurs qui vont, par exemple, moduler quelle est la rapidité d'installation de la mémoire ou la durée de cette mémoire. Ça va dépendre en grande partie de l'antigène, mais aussi du contexte déclencheur et aussi de l'espèce. Vous avez des espèces qui ont des processus de mémoire assez difficiles à se mettre en place. C'est le cas des vaccins des poissons. Alors qu'au contraire, on a des mécanismes très aboutis chez les carnivores domestiques ou chez les humains. Et ça, c'est important pour l'application à la durée d'efficacité des vaccins. Alors il y a des effets bien sûr bénéfiques à la mémoire, puisqu'on va avoir une réactivation rapide à long terme et des mécanismes effecteurs mieux dirigés
donc moins de dommages collatéraux. C'est le principe même de la vaccination. En revanche, la mémoire peut être néfaste dans la mesure où si elle s'installe vis-à-vis d'un antigène pour lequel ce serait pas une bonne idée, eh bien, on aura des risques qu'on n'arrive plus à éliminer cette réponse et elle peut occasionner des troubles de l'immunité, par exemple des allergies, des maladies auto-immunes, des complications infectieuses qui sont très rebelles à traiter. En général, la mémoire s'installe vis-à-vis de l'antigène bien concerné de l'agent causal. Mais du fait des réactions croisées, on peut avoir des phénomènes de mémoire qui s'installent même si ce n'est pas l'antigène en cause précisément. Et c'est pourquoi la question de la durée maximale de la réponse immune et surtout de la mémoire, et pas seulement de ce qui est détectable au niveau du sang, est une question difficile. Ça peut être quelques mois comme ça peut être quelques années et ça va être très différent d'un agent déclencheur à un autre. Donc bien sûr, c'est un sujet qui est extrêmement étudié dans le cadre des stratégies vaccinales. Donc passons maintenant à la régulation qualitative. Et une des composantes, c'est le rétrocontrôle de la production d'anticorps au cours de la réponse immune. Donc bien sûr, il y a le fait que l'antigène soit fixé par les anticorps et soit donc éliminé sous forme de complexes humains qui vont être phagocytés, etc. Eh bien, ça influence beaucoup la biodisponibilité de l'antigène et donc la capacité de réponse, ce qui fait ce rétrocontrôle direct de la réponse. Aussi, on s'est aperçu que dans les réponses prolongées, chroniques, eh bien, les anticorps qui sont produits par les lymphocytes ne sont plus vraiment les mêmes anticorps qu'au démarrage. Ils peuvent devenir atypiques, par exemple par des glycosylations plus complexes. Et là aussi, ça va changer le métabolisme ou la demi-vie de ces anticorps. Donc ça, c'est un premier point qui explique comment il y a une autorégulation de la production d'anticorps. Deuxième point, un concept beaucoup plus complexe, c'est celui des anticorps anti-idiotypiques. Vous voyez bien dans le schéma que j'ai repris, que vous connaissez bien, de la fixation d'un antigène par son épitope sur l'anticorps par le paratope, que la partie qui est le paratope est en fait très différente d'un clone à l'autre. Donc, on pourrait dire qu'elle se comporte elle-même comme une structure qui peut être reconnue comme nouvelle par le système immunitaire. Et c'est effectivement le cas. Lors de réponses anticorps intenses, eh bien, on peut arriver à ce qu'il y ait des anticorps secondaires qui sont dirigés contre ce paratope. Donc c'est ce qu'on appelle des anticorps anti-idiotypiques. Et à tel point que vous pouvez imaginer ça au niveau des charges électriques et des complémentarités creux-boss qu'il peut y avoir au niveau de la structure, et bien que finalement, le paratope de l'anticorps 2, il a la même, il est très similaire à l'épitope de départ sur le paratope de l'anticorps 2 au niveau de la structure et des charges. Il se comporte en fait comme un antigène nouveau, mais qui a été une version créée par l'organisme de l'antigène de départ. Et c'est ce qu'on appelle l'image interne. Alors au début, c'était un concept très théorique, mais finalement, on a réalisé qu'il était très important, ce système d'anticorps contre les anticorps, et puis après d'anticorps tertiaires contre les anticorps secondaires, etc., pour former des boucles de régulation, et c'est ce qu'on appelle le réseau idiotypique. Il va y avoir la génération successive de plusieurs phases de production d'anticorps. Alors, de plus en plus faible, parce qu'il y a moins de signaux de danger que dans le cas de l'antigène initial si c'était un microbe. Donc on va avoir des équilibres assez complexes à modéliser, mais qui expliquent ce qu'on connaît depuis longtemps, à savoir la production d'anticorps dits naturels, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'organisme
des anticorps qui sont produits, même si l'antigène n'était jamais présent. Et alors ça peut être les réactions croisées, on l'a vu, mais aussi ces histoires d'équilibre d'anticorps anti-anticorps. Alors il y en a maintenant des applications très innovantes pour traiter les maladies de dérégulation de l'immunité. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors la régulation qualitative, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont favoriser ou inhiber une composante particulière de la réponse immune. Par exemple, décider quelle est la classe d'anticorps qui va être produite au cours de la réponse. C'est surtout ça qu'on va voir dans ce cours. Il y a bien d'autres éléments de régulation qualitative, mais là, c'est vraiment un bel exemple. Donc sur le schéma, vous voyez que vous avez en haut un lymphocyte B qui fait une réponse anticorps primaire, et puis qui va se mettre à coopérer avec un lymphocyte T dans le cadre d'une réponse anticorps secondaire. Eh bien en fait, il va y avoir quelque chose qui va complètement changer la donne, c'est quel est l'état de différenciation du lymphocyte. Dans les deux schémas que vous avez là, le vert et le jaune, eh bien il y en a un qui est un CD4 et l'autre qui est un CD4. Donc ce sont tous les deux des lymphocytes qui vont aider dans le cadre d'une coopération via le CMH2 et le CD4. Et pourtant c'est différent parce que ces lymphocytes ne produisent pas les mêmes cytokines. On peut dire par exemple qu'il s'agit de clones différenciés qui ont des profils de cytokines différents, les plus connus étant, comme sur le schéma, les TH1 et les TH2. Donc un TH1 produit surtout de l'interféron gamma, et dans ce cas-là, la classe d'anticorps produite est de l'IgG2. Un TH2 produit surtout de l'interleukine 4, et dans ce cas-là, la classe d'anticorps produite est de l'IgG1. Donc vous voyez qu'on aura deux réponses qualitativement différentes, alors que d'un point de vue quantitatif, là on peut dire que les situations sont comparables. Et qu'il s'agit du même épitope, du même antigène, c'est l'état de différenciation et donc le profil de cytokine du lymphocyte qui change la donne. Alors en plus de ça, bien sûr, ça va dépendre d'autres éléments, mais déjà rien que ça peut changer en profondeur le type de réponse obtenue. Et donc, on arrive à cette notion de sous-population lymphocytaire fonctionnelle, et c'est un élément essentiel de la régulation qualitative. On avait vu précédemment qu'il y avait des lymphocytes effecteurs, des lymphocytes anergiques, des lymphocytes mémoire, mais selon le type de cytokines qu'ils produisent, eh bien on va avoir des profils de cytokines caractéristiques qui vont moduler la réponse. Donc sur le schéma, par exemple, vous avez la liste, c'est pas du tout à apprendre, les profils de cytokines d'un TH1 à gauche ou d'un TH2 à droite. Donc ce sont des productions coordonnées et stables de certaines cytokines. Le lymphocyte différencié de type TH2, par exemple, aura du mal à produire de l'interféron gamma, et réciproquement. Alors, les plus connus de ces sous-populations lymphocytaires, et l'avantage c'est qu'on les connaît aussi bien dans les modèles d'études de recherche que chez nos animaux domestiques, les espèces classiques, chez le chien, chez le cheval, on a tout à fait identifié le même type de sous-population. Ce sont déjà ce qu'on appelle les TH, donc H pour helper, qui aide ou accessoire. Donc ce sont des lymphocytes T CD4 qui vont réagir lorsque les antigènes sont présentés via le classe 2 et qui ont des rôles assez contradictoires. Vous avez les TH1 qui vont favoriser surtout l'immunité cellulaire et les TH2 qui vont favoriser surtout l'immunité humorale sont les plus connus. Mais il en existe d'autres, par exemple TH17, connu pour intervenir dans des contextes inflammatoires.
En ce qui concerne les lymphocytes mémoire, hein, LM, eh bien, il y a un peu de tout à l'intérieur, et du coup, il faudra aller plus loin en disant c'est du LMB, hein, lymphocyte B mémoire, ou un TCD4 mémoire, ou un TCD8 mémoire. Ils ne sont pas entièrement connus. Il y en a dont on sait qu'ils vont être localisés dans les organes lymphoïdes, et d'autres qu'ils vont rester dans les muqueuses là où ils ont été initiés, et que certains ont encore besoin de l'antigène pour se maintenir à long terme, alors que d'autres acquièrent une capacité à s'auto-renouveler même s'il n'y a plus l'antigène, et c'est ce qui va expliquer qu'il y a des phénomènes de mémoire extrêmement longs, même si on n'a plus d'exposition à l'antigène et plus de traces circulantes. Une autre population sur laquelle il y avait eu pas mal d'études contradictoires est celle des Treg. Donc ce sont des lymphocytes T qui ont un profil inhibiteur pour les autres cellules en produisant des cytokines telles que l'IL-10 ou le TGF qui auront plutôt un rôle de mise au repos des autres lymphocytes. Alors ces Treg sont des populations dont on ne sait pas encore tout, mais par exemple ils sont fortement influencés par la présence de complexes antigènes-anticorps. Donc à partir du moment où il y a déjà eu une réponse anticorps, eh bien on va avoir plus facilement le développement de Treg qui vont un peu réduire l'activité des autres lymphocytes. Donc bien sûr, ça ouvre beaucoup de perspectives médicales en identifiant mieux lors des études de physiopathologie pour comprendre pourquoi certains individus n'arrivent pas à développer la bonne protection ou pour déterminer des meilleures stratégies vaccinales, de savoir par exemple qu'est-ce qui se produit, est-ce qu'il y a beaucoup de Treg qui vont se mettre en place ou pas, etc. Alors, j'ai évoqué cette distinction, je l'avais fait dès le premier cours, mais là je vais y revenir plus, sur la différence entre immunité humorale et immunité cellulaire. Vous vous souvenez, c'était une distinction historique avec une immunité humorale dans laquelle les anticorps avaient un rôle prépondérant, et je vous ai listé dans le tableau des exemples de mécanismes qui dépendent des anticorps, on les a vus précédemment. Alors qu'au contraire, l'immunité cellulaire, c'est le cas où on peut obtenir une protection même s'il n'y a pas d'anticorps directement concernés. Et là, vous voyez bien que, par exemple, l'activité cytotoxique des lymphocytes T, CD8 ou des NK, eh bien, ça peut être complètement indépendant des anticorps. Donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Dans cette petite vidéo, je ne vais pas tout détailler. En revanche, j'aimerais bien que vous compreniez comment se fait cette orientation, parce qu'en général, on n'a pas les deux réponses en même temps. On va avoir soit l'une, soit l'autre, vis-à-vis d'un antigène, en fonction du contexte dans lequel ça va se développer. Si on démarre d'un lymphocyte TCD4 naïf, alors on va l'appeler TH0, il est encore assez peu différencié, et la principale cytokine dont il dépend pour maintenir son activité vis-à-vis de l'antigène est de l'interleukine 2. Ce qui peut se passer, c'est qu'il continue à coopérer avec des cellules dites de type 2, alors des cellules présentatrices comme des lymphocytes B peut-être qui sont déjà assez matures. Enfin, je ne vais pas détailler quel est le type de ces CPA, mais il va y avoir un certain nombre de cytokines qui vont être produites qui ont plutôt un rôle inhibiteur en même temps qu'il y a de l'interleukine 2. Donc vous voyez, c'est un mélange un peu détonnant. Et bien dans ce cas, la différenciation va se faire vers le TH2. Et les cytokines produites sont surtout interleukine 4, interleukine 5, dont les effets sont énormes sur les lymphocytes B, ils y sont très sensibles et ils vont produire toutes les classes d'immunoglobulines qui vont donner lieu donc à une immunité humorale. En même temps, ces TH2 sont capables de travailler en coopération avec d'autres cellules immunocompétentes qui fonctionnent bien avec les anticorps, par exemple les éosinophiles et les mastocytes.
pour avoir de la DCC, de la dégranulation. Donc on va avoir assez facilement, si le TH0 est devenu un TH2, avec son profil de cytokine, tout un tas de mécanismes dépendant des anticorps et donc une voie d'orientation humorale. Si les différenciations du lymphocyte se sont faites avec d'autres cellules qui avaient, elles, un autre état de différenciation, dans lequel il y avait d'autres cytokines qui étaient impliquées, et bien dans ce cas-là, le lymphocyte TH0 va se différencier en TH1. Et là, la cytokine principale qui est produite est de l'interféron gamma, qui a peu d'action sur les lymphocytes B, hormis la production d'IgG2. Alors je vous rappelle que l'IgG2 n'a pas des effets aussi énormes sur les activités cellules dépendantes ou compléments dépendantes, mais les IgG2 ont souvent un rôle régulateur sur les cellules immunocompétentes via des récepteurs pour les RFC gamma 2 qui ont plutôt un rôle modérateur. Donc une activité anticorps faible, en revanche, beaucoup d'actions sur les lymphocytes T CD8, sur les NK et sur les macrophages pour augmenter l'activité de phagocytose et de cytolyse des agents. Alors pourquoi est-ce qu'on a... Eh bien évidemment, dans ce cas-là, on a des mécanismes qui sont d'orientation immunité cellulaire. Alors, les cytokines qui sont produites dans l'un cas ou dans l'autre sont souvent inhibitrices de l'autre voie. C'est ce qui explique qu'on va avoir cette dichotomie avec des réponses qui sont soit orientées vers le cellulaire, soit orientées vers l'humoral, mais rarement les deux en même temps. Et c'est d'autant plus, le processus s'auto-entretient, d'autant plus qu'il est favorisé par son efficacité, puisque plus c'est efficace, moins il y a d'inflammation, alors que l'inflammation antagonise ce processus de différenciation en TH1 ou TH2. Voilà. Alors, simplement pour aller plus loin en réflexion, je vous ai présenté dans ces cours des coopérations de cellules 2 à 2, mais c'est pas tout, hein. Il peut y avoir des coopérations beaucoup plus complexes, où une même cellule dendritique, par exemple, va discuter en même temps via la présentation d'un antigène par le CMH1 avec un CD8 et en même temps avec un CD4, et les deux lymphocytes CD4 et CD8 vont interagir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des cross-présentations. Je ne vais pas plus loin. Sachez simplement que toutes les réflexions sur comment avoir des réponses plus efficaces dans le cadre de traitement de maladies du système immunitaire, eh bien, sont souvent basées sur ces études beaucoup plus complexes. On a vu la régulation quantitative, on a vu la régulation qualitative, parlons maintenant de la régulation spatiale, c'est-à-dire une évolution de la réponse immune en fonction du lieu où a lieu l'agression. Alors, c'est important pour l'efficacité de la réponse qu'elle ait lieu là où il faut. C'est plus efficace, c'est plus rapide, c'est plus économe aussi au niveau du budget de fonctionnement de l'organisme. Mais c'est un peu dangereux parce que si le lymphocyte qui reconnaît bien l'antigène est au niveau de la rate et que l'infection a lieu au niveau de la glande salivaire, eh bien c'est un petit peu inefficace. Donc quelquefois il vaut mieux que la réponse soit moins locale et beaucoup plus généralisée avec la diffusion. Donc il va y avoir beaucoup de régulation. Alors cette réponse, en fait, pour ce cours, restons simples, on va distinguer deux cas de figure, des immunités classiques qui sont générales, qui sont observables dans le sang et qui correspondent à une immunité qui s'est répandue dans tout l'organisme, même si il y a eu une réponse dans un nœud lymphatique, eh bien le système de circulation et de patrouille des lymphocytes fait qu'on va retrouver finalement une capacité de réponse un peu partout dans l'organisme et en tout cas des anticorps qui vont diffuser dans le sang.
Ça, c'est l'immunité générale. Et quelquefois, au contraire, on va distinguer des immunités locales. Par exemple, une immunité qui n'est que cutanée ou que muqueuse au niveau d'une mamelle et dans lequel on ne trouvera pas forcément de traces détectables. Il n'y aura peut-être pas assez d'anticorps dans le sang, pas assez de stimulation de cellules qui patrouillent. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile à étudier et du coup, pendant très longtemps, ces réponses locales ont été sous-estimées. Donc, en fait, on s'aperçoit que dans chaque tissu, il y a des particularités propres, par exemple des ligands qui vont faire que les cellules, au fur et à mesure qu'elles sont stimulées dans un contexte particulier, vont s'adapter à ce contexte. Par exemple, dans des tissus où il y a énormément de microbismes, par exemple au niveau digestif, au niveau d'une muqueuse, on n'aura pas le même fonctionnement d'un lymphocyte que dans un tissu qui est censé être aseptique, comme au niveau d'un rein. Et on aboutit ainsi à une notion qui est la compartimentation de l'immunité. Qu'il y a des compartiments qui fonctionnent un peu en autonomie, un petit peu différemment chacun, et qu'il va y avoir une orientation générale de l'immunité qui sera un peu différente dans chaque compartiment. Donc, pour simplifier dans ce cours, on va en distinguer deux. On va distinguer à gauche l'immunité des muqueuses et à droite l'immunité systémique. Alors la peau est un peu à part dans ce schéma. Donc dans la partie muqueuse, on a majoritairement des réponses de type Th2. Et ça va concerner l'intestin, la sphère ORL, le poumon, l'utérus, la mamelle, ou très largement, quand on fait des analyses de fréquence, les lymphocytes sont beaucoup plus souvent Th2 que Th1, donc avec beaucoup de mécanismes dépendants des anticorps. Alors que dans le territoire général, sanguin, la lymphe, les reins, le muscle, etc., et bien là c'est le contraire, on aura souvent beaucoup plus de Th1. Alors il y a une situation tout à fait particulière, ce sont ce qu'on appelle les organes séquestrés. Donc ce sont les gonades, c'est l'œil, le système nerveux central qui vit à part, sans aucun lien avec ces deux types d'immunité, d'autant plus que les barrières endothéliales qui cernent ces tissus sont assez étanches à la diapédèse, donc on aura peu d'arrivées de cellules, leucocytes, et elles sont aussi étanches à la transcytose et à la diffusion, donc on n'aura pas non plus d'anticorps. Alors comment est-ce que ces cellules, ces leucocytes sont arrivés jusque-là ? Eh bien, à partir des organes lymphoïdes primaires, ils vont aller diffuser de façon indépendante, parce que les cellules, lorsqu'elles sont relarguées des organes lymphoïdes primaires, en fonction des ligands qu'elles vont acquérir, vont rester cantonnées au muqueux ou au contraire au territoire cutané ou au territoire systémique. Alors, petit cas particulier, dans certaines espèces, les plaques de Peyer ont aussi un rôle important de production locale de lymphocytes propres au tissu muqueux. Donc à partir de ces organes lymphoïdes, et puis en retour, on va avoir des circulations de cellules, mais qui vont rester dans leur territoire d'origine. Le passage d'un territoire à l'autre, par exemple du poumon au tissu musculaire qui est autour, eh bien, ne va pas se faire aussi facilement que ça. Voilà. Sur cette diapo, c'est simplement les phrases qui vont avec le schéma que vous avez vu précédemment, et en particulier pour décrire le cas des organes séquestrés. Donc c'est vraiment un cas particulier, ces organes séquestrés. Faites attention qu'il n'y a normalement pas ou quasiment pas d'immunité, mais ce sont en même temps des organes qui sont assez protégés par rapport au risque d'infection. En revanche, s'il y a un problème à cet endroit-là, eh bien, on peut avoir des réponses graves parce que tout d'un coup, le système immunitaire découvre des nouveaux territoires qu'il ne connaissait pas et il peut y avoir des réponses assez agressives contre ces tissus. De même, au cas où un parasite, par exemple, y pénétrerait, eh bien, il est quasiment indélogeable.
Parlons maintenant d'un autre mécanisme de régulation qui est vraiment très très impressionnant, c'est ce qu'on appelle l'exclusion immune. Donc, l'exclusion immune permet de réguler la réponse immune vis-à-vis des antigènes auxquels on est quasiment tout le temps exposé. Et ça se fait très naturellement vis-à-vis des antigènes qui sont dans les aliments et dans la flore commensale. Donc systématiquement, on y est exposé pendant toute sa vie. Et ça pourrait très bien complètement saturer le système immunitaire s'il fallait passer son temps à y répondre. Donc il y a un système pour éviter ça. Et c'est principalement le rôle des plaques de Peyer dans les muqueuses. Alors comment ça se passe? Eh bien c'est que vous avez une régulation en fonction de la réponse déjà existante. Donc si les antigènes sont libres, n'ont jamais été vus, eh bien ils vont donner la réponse classique dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et principalement au niveau des plaques de Peyer, il s'agit d'une réponse de type TH1. En revanche, s'il y a déjà des anticorps et que l'antigène est déjà sous forme de complexe, alors là, les cellules vont y répondre différemment. Soit complètement inhibiteur et il n'y a plus de production, soit de type TH2. Et cela permet d'avoir une réponse anticorps qui reste faible et stable vis-à-vis des antigènes usuels sans saturer les capacités immunes. Alors ça, c'est seulement lorsqu'il y a très peu de signaux de danger, lorsque ces antigènes ne sont pas en eux-mêmes des agresseurs. En revanche, si vous avez une infection, eh bien là, on est dans la réponse classique. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de travaux sur les risques accrus de troubles de l'immunité lorsqu'il y a des maladies du système digestif inflammatoire chronique et qu'il y a un mauvais système de barrière épithéliale et un microbisme qui est altéré. Alors c'est ce qui me permet de passer à un autre type de régulation, un peu beaucoup plus général, systémique comme on dit, c'est en quoi le microbiote d'un individu va intervenir sur sa réponse immune de façon générale. Alors il y a eu beaucoup de théories au cours des années de recherche et c'est toujours intéressant de vous les présenter pour voir comment on peut essayer de mettre du sens dans toute cette complexité. Alors, je vous ai décrit dès le premier cours ce qu'est la théorie du danger, c'est-à-dire que la réponse immune va dépendre du fait que ça paraît inoffensif, l'antigène est présenté de façon inoffensive ou au contraire en présence de tout un nombre de signaux d'alerte qui sont soit d'origine microbienne, soit liés à des dommages tissulaires. Donc, il y a vraiment une nécessité de synergie entre les mécanismes obtenus en réponse à ces signaux de danger et les mécanismes obtenus vis-à-vis des antigènes. Les lymphocytes ne fonctionnent pas du tout de la même façon s'il n'y a pas en même temps cette complémentarité avec d'autres signaux. Je reviens juste là-dessus. Ça donne des perspectives absolument ahurissantes en termes d'acceptation des greffes, puisque si on arrive dans la greffe à réduire complètement les signaux de danger avec les chirurgies les moins traumatiques possibles et en utilisant des inhibiteurs des TLR, eh bien, on se retrouve à ce qu'il n'y ait quasiment pas de réponse et ça révolutionne le champ de la greffe. Alors je ne résiste pas aussi au plaisir de dire que la théorie du danger est liée à une chercheuse absolument exceptionnelle, Polly Matzinger, qui est américaine mais avec de longs passages en France et qui, pendant le cours, je vous décrirai un peu plus, mais vous pouvez aller vous renseigner, ne serait-ce que sur sa page Wikipédia, sur sa carrière absolument extraordinaire. Et après, en même temps qu'elle fait de l'immunologie de haut niveau, elle est aussi une éducatrice de chiens très accomplie avec des chiens de berger, etc. Alors, première théorie, théorie du danger. Deuxième théorie,
Le type de réponse immune va être influencé, la qualité de la réponse va être influencée par un niveau général de stimulation lié au microbiote. Et là, on avait commencé à dire ça par rapport à ce qu'on a appelé la théorie de l'hygiène, c'est-à-dire que les individus qui étaient trop peu exposés au microbisme normal de la Terre, etc., finalement développaient beaucoup de troubles de l'immunité, beaucoup d'allergies. Et on a beaucoup parlé des bébés qui étaient sous-exposés, qu'il fallait qu'ils aillent plus jouer dans la nature, rencontrer des animaux, alors que sinon ils développaient tout un tas de déséquilibres immunitaires. Alors c'est plus ou moins vrai, mais ça a beaucoup fait réfléchir et on est arrivé à un compromis plus raisonnable qui est de dire qu'en fait tout dépend du microbisme auquel on est exposé. Bien sûr, si on est exposé à des agents très pathogènes, c'est pas une bonne idée, mais que on peut avoir des flores commensales qui ont des qualités très différentes et on peut avoir des dysbioses et cela, ça va prédisposer à l'immunodépression et aux troubles de l'immunité. Et là, pour le coup, les maladies inflammatoires digestives chroniques sont souvent associées à une mauvaise qualité, donc on a un cercle vicieux auquel on a un énorme risque. Donc, ce rôle immunomodulateur de la flore, pour avoir des réponses de bonne qualité et pas trop inflammatoires, mais bien axées TH1 ou TH2, eh bien, elle se fait avec un certain nombre de bactéries, en particulier les bactéries filamenteuses segmentées, qui ont un regain d'intérêt et qui sont vraiment des archétypes de la flore. C'est pour ça qu'on parle de théorie des vieux amis, avec des microbes qui ont permis, au cours de l'évolution des espèces, eh bien, de développer des systèmes d'immunité plus performants. Alors, parmi les régulateurs systémiques de l'immunité, eh bien, il y en a tout un grand ensemble. Je vais simplement vous dire que, rappelez ce qu'on a déjà vu, qu'il y a beaucoup d'interactions des cellules immunocompétentes avec le système neuro-endocrine. On avait vu, dans un sens, des cytokines produites lors de la réponse immune innée qui activent l'axe hypothalamus-hypophyse surrénal et provoquent de la fièvre. Et puis, des hormones stéroïdes qui, elles, vont intervenir aussi sur le niveau d'activation des lymphocytes et qui peuvent moduler l'équilibre TH1-TH2. De notre côté, on a un certain nombre de cytokines qui ont des effets immunomodulatrices qui sont produits par les tissus nerveux. Donc vous voyez cette influence réciproque, et à tel point que c'est pas seulement sur des systèmes neuro-endocrines profonds, mais aussi sur le psychisme avec l'effet du stress. Alors là, on a très souvent, on peut constater des cercles vicieux, et le rôle du vétérinaire est important pour essayer de les casser d'une façon ou d'une autre. Eh bien, c'est quand on a un trouble de santé, on peut avoir une malnutrition associée qui va provoquer des altérations métaboliques et du stress qui vont altérer l'immunité, et bien qui fait qu'on est plus réceptif à des infections qui vont entraîner de la malnutrition, etc. Donc les hormones stéroïdes en particulier contribuent fortement à la régulation immune, à la fois au niveau général du métabolisme, puisque le système immunitaire est très gourmand et nécessite beaucoup de ressources, à la fois au niveau des cycles sexuels et de la gestation, avec des équilibres immunitaires qui vont se déplacer en fonction de l'activité sexuelle des cycles et chez la femelle durant la gestation. Et enfin, l'effet bien connu du stress sur l'immunité. Donc pour finir ce cours, simplement une illustration que à chaque individu, vous allez avoir une réponse très différente d'un individu à l'autre. Même si l'agent causal est le même, il a beaucoup de caractéristiques qui peuvent être très variables. Le contexte dans lequel se fait la réponse, les facteurs individuels, et puis ensuite l'évolution dans le temps. La réponse ne sera pas la même depuis le premier jour jusqu'à plusieurs mois après. Voilà, fin de ce cours.